Merci Monsieur le Président. Alors d'abord des propos de remerciements à l'université qui nous accueille aujourd'hui. Remerciements plus particuliers à Monsieur Rakoton Draasso pour avoir pensé à inviter la Cour pour présenter cette expérimentation. Et après ces remerciements, je dois vous faire quelques excuses. Excuses parce que vous m'avez demandé de faire la présentation du bilan intermédiaire et je l'avais accepté et aujourd'hui je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce bilan intermédiaire a été rédigé au mois de décembre, a été envoyé au gouvernement, qu'il a envoyé au Parlement et pour l'instant ce document n'est toujours pas public. Donc si le document n'est pas public, je peux difficilement m'exprimer dessus. Pour autant, je suis magistrat financier, soucieux des deniers publics, je suis venu jusqu'à La Réunion. Ce n'est pas uniquement pour profiter de l'hospitalité de l'île de La Réunion, c'est également pour vous faire passer quelques messages. Et donc, si je ne peux pas m'exprimer officiellement sur le bilan intermédiaire, rien ne m'empêche pour autant de répondre à des questions très générales qui vous permettront d'être éclairés sur ce sujet. Et m'exprimer sur ce bilan intermédiaire, c'est également l'occasion de faire voir une des facettes un peu particulières des juridictions financières. Ce matin, j'ai bien entendu quand certains intervenants demandaient un peu moins de contrôle, un peu plus de conseils. Je l'ai bien relevé. Et là, dans le bilan intermédiaire et dans cette expérimentation, on est pleinement dans du conseil au Parlement d'abord, et après une démarche partenariale que nous avons eue avec les 25 collectivités qui sont dans l'expérimentation. Et donc, en m'invitant, vous me donnez l'occasion de vous présenter également un petit peu ce rôle atypique des juridictions financières, où on est là également pour éclairer les décideurs. Et là, en l'espèce, dans la mission de conduite de l'expérimentation qui a été confiée par la loi NOTRe à la Cour des comptes, nous intervenons pour, à terme, conseiller le législateur quant à l'opportunité de généraliser ou pas la certification des comptes des collectivités territoriales. C'est une démarche partenariale également qui nous lie aux 25 collectivités. Et donc, dans le cadre de cette présentation du bilan intermédiaire, je ne me hasarderai pas à vous présenter des constats qui portent sur la région ou le département de La Réunion. Tout simplement parce que dans ce cadre de cette démarche partenariale, ce que nous avons à dire aux collectivités expérimentatrices, nous le gardons entre elles et nous. Et c'est en toute confidentialité que nous échangeons. Et justement, parce que nous sommes dans une démarche partenariale, ils peuvent avoir confiance en nous et dans les équipes qui viennent les accompagner dans cette démarche. Alors d'abord, pourquoi cette expérimentation? Je tiens à préciser que dans ce rôle-là, les juridictions financières ne viennent pas pour contrôler les 25 collectivités. Elles viennent pour les accompagner dans une démarche volontaire des collectivités qui vise, dans un premier temps, à faire un diagnostic d'entrée, ensuite des audits ciblés et dans une deuxième phase des audits à blanc. Ce ne seront pas les juridictions financières qui viendront certifier les comptes des collectivités pendant la période d'expérimentation. Que les choses soient bien claires. Ce sera des prestataires extérieurs, on va y revenir. Alors pourquoi cette expérimentation? Alors parce que quelques grands chiffres. Je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, mais je vais vous en donner quand même quelques-uns. Aujourd'hui, les dépenses publiques, c'est à peu près 1250, 1300 milliards d'euros. Sur cette somme-là, aujourd'hui, c'est à peu près 1000 milliards d'euros qui sont certifiés par un commissaire aux comptes ou par un certificateur public. Donc c'est déjà énorme, au travers de la certification des comptes de l'État ou au travers de la certification des organismes de sécurité sociale ou des opérateurs publics, et notamment des hôpitaux. Pour autant, il reste à peu près 250 milliards d'euros pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de dispositif d'appréciation de la fiabilité des comptes.
Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contrôlés. Ils sont contrôlés notamment par les chambres régionales des comptes qui interviennent et qui, au travers des différents métiers qu'ils exercent, et on les a passés en revue au cours de la matinée, sont amenés à apprécier la fiabilité des comptes. Pour autant, il n'y a pas un prestataire extérieur ou une opinion qui est rendue sur ces comptes-là, sur ces sommes financières-là, dont la majorité relève des collectivités territoriales. Et donc le législateur a réfléchi à quels pouvaient être les modes d'appréciation de la fiabilité des comptes, sachant que, et vous les connaissez mieux que moi, les collectivités territoriales sont riches de leur diversité. On n'appréhende pas de la même façon une région, un département qu'une petite commune. Pour autant, les plus petites communes portent sur des enjeux financiers très importants quand on additionne toutes leurs charges. Et donc l'idée du législateur, ça a quand même été de mettre en place, pendant une période, une expérimentation qui couvre tout le panel des collectivités territoriales. Pas uniquement les grosses, mais également les petites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la ville de Paris, 10 milliards d'euros de recettes et de dépenses, et on a Fournel, petite ville de 400 habitants, avec un budget de 500 000 euros. On a donc 2 régions, 6 départements, 10 communes et 6 établissements de coopération intercommunale. Dans le cadre de cette expérimentation, notre approche a été la même pour ces 25 collectivités. Dans un premier temps, nous avons fait un diagnostic global d'entrée qui permet de faire un état des lieux sur le dispositif de contrôle interne, mais également sur la couverture des risques portant sur les principaux cycles de gestion. Ça a été réalisé en 2017. En 2018 et en 2019, nous réaliserons des audits ciblés sur un certain nombre de cycles de gestion. Nous avons fait l'actif, nous avons fait les dépenses sociales. Nous essayons ainsi de couvrir tous les postes comptables, du bilan et du compte de résultat. Nous essayons également d'appréhender les modalités d'organisation pour veiller à ce que les annexes soient complétées avec toutes les informations utiles et notamment d'évaluer les engagements hors bilan pris par les collectivités. Au terme de ces 3 ans, nous allons aborder une nouvelle phase où là, les missions ne seront plus réalisées par des équipes de contrôle des chambres régionales des comptes, mais par des prestataires extérieurs. Et là, on va rentrer dans la phase d'audit à blanc. Cette phase d'audit à blanc, elle sera réalisée, alors, non pas par des commissaires aux comptes, mais par des experts comptables, parce que les commissaires aux comptes ne peuvent intervenir que quand il y a une convention légale, enfin une obligation de procéder à l'audit externe des comptes de manière légale. Or là, comme c'est un dispositif conventionnel, nous allons demander à des experts comptables de venir et de participer à ces travaux pendant 3 ans. Et ils réaliseront donc un audit à blanc. Ça, c'est le cas général qui concernera certainement les plus grosses collectivités. Ensuite, le législateur nous a demandé également de pouvoir l'éclairer sur d'autres modes alternatifs à la certification des comptes. L'idée était d'éviter de se retrouver dans la même situation que pour les établissements publics de santé, où soit on les certifie, enfin, soit on certifie leurs comptes, soit on ne les certifie pas. Là, le législateur a souhaité, nous a donné le temps, de réfléchir à des modes alternatifs. Et à ce stade, nous en avons identifié 3 qui portent sur des examens ciblés, des examens plutôt... des examens portant soit sur des examens limités portant soit sur l'ensemble des comptes, soit sur des postes comptables donnés. Donc vous voyez, on a à ce moment-là un audit qui n'est pas un audit de commissariat aux comptes classique, parce que l'audit de commissariat aux comptes donne une assurance positive sur on n'a pas trouvé d'anomalie, on vous assure qu'il n'y en a pas parce que nous avons réalisé un certain nombre de travaux. Là, avec les modes alternatifs, c'est plutôt une assurance plus limitée, où on va donner
des éléments d'assurance sur un périmètre comptable un peu plus réduit ou sur des postes comptables sensibles. Notamment, on peut identifier l'actif, on peut identifier les stocks, on peut identifier des dépenses de personnel, on peut identifier les engagements hors bilan. Voilà. Et à ce moment-là, on confiera ces missions-là également à des experts comptables. Une quatrième mission envisageable serait la présentation des comptes, qui est normalement une mission qui est réalisée par les experts comptables et qui vise à présenter les comptes à l'organe délibérant ou à une entité. Et là, finalement, vous le comprenez, au fil des modes alternatifs à la certification, le niveau d'assurance commence à décroître. Et donc, ça serait plutôt les plus petites collectivités qui bénéficieraient de ce mode-là. Alors, pour assurer la poursuite de cette expérimentation dans de bonnes conditions, c'est la Cour qui va proposer à l'ensemble des collectivités territoriales, dans les prochaines semaines, le cahier des charges qui visera à leur permettre de passer les marchés avec les prestataires. Et c'est ce que nous apprêtons à rédiger dans les prochaines semaines pour être en mesure de permettre une intervention de ces prestataires à l'été 2020. Il est nécessaire qu'on diffuse ces cahiers des charges d'ici la fin de l'été 2019 dans un calendrier très optimiste. Il est prévu dans cette expérimentation qu'il y ait deux bilans, un bilan intermédiaire qui devait intervenir à la fin de l'année 2018 et un bilan final qui doit intervenir normalement au plus tard en 2023. Mais il se peut que cette date soit anticipée à la demande de la Cour. Parce que le terme de l'expérimentation, c'est 2023. Et il y a lieu peut-être d'éclairer le législateur avant 2023 pour organiser la suite. Et notamment pour dire aux 25 collectivités qu'est-ce qu'elles vont devenir après 2022. Donc nous apprêtons donc à diffuser, nous avons rédigé ce bilan intermédiaire. Il va être public, enfin on le souhaite, on l'espère, dans les prochains jours quand même, donc je ne peux que vous encourager à en prendre connaissance, et il développera beaucoup plus ces différents points. Alors, d'une manière générale, quels sont les premiers constats que l'on peut tirer des diagnostics globaux d'entrée, des examens ciblés que les équipes de contrôle des chambres régionales ont réalisés ces 2 dernières années? On peut lister 4 types de constats particuliers. Le premier constat qui porte sur le périmètre des entités. Au final, le périmètre actuel des états financiers ne couvre pas le périmètre de l'entité juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les états financiers susceptibles d'être certifiés ne sont pas des états financiers dans lesquels ont été agrégées toutes les données comptables attachées à une entité juridique. On est encore dans une organisation plutôt budgétaire, avec des budgets principaux et des budgets annexes, et où les activités annexes sont suivies donc dans des états, des documents différents. Et ça, pour le certificateur, ça peut poser problème, parce qu'on certifie les comptes d'une entité juridique et non pas d'une entité budgétaire. Et il y a lieu de déterminer quels sont les états financiers qui, à terme, devront être certifiés. Sur le périmètre des entités, nous avons une deuxième observation qui porte sur les transferts de compétences, qui sont actuellement encore imparfaitement pris en compte. On retrouve encore dans certaines collectivités des actifs, des passifs, qui sont relatifs à des compétences qui ont été transférées à d'autres collectivités. Et donc, les modalités de transfert n'ont pas été menées à bout. L'évaluation de ces transferts également peut poser question. Il y aura lieu de régler ces situations qui ne concernent pas que les 25 collectivités qui sont dans l'expérimentation. Ce sont des constats assez généraux que l'on peut dupliquer sur d'autres entités. Enfin, dernier point sur le périmètre, on s'est rendu compte que les dispositifs de recensement des satellites, alors j'appelle satellites les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, les organismes de logement social, sont encore imparfaitement maîtrisés. C'est-à-dire qu'une entité
une collectivité n'a pas encore connaissance de l'exhaustivité de ses engagements pris à l'égard des tiers. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un dans la collectivité n'a pas cette connaissance-là. Ça veut dire que pour l'instant, quand on va leur demander est-ce que vous êtes en mesure de nous donner la liste de ces entités, mais également la forme du lien qui vous lie avec l'entité, on n'a pas forcément cette liste-là qui nous arrive très rapidement. Or, l'exploitation de cette liste permet d'appréhender quels sont les engagements hors bilan pris par la collectivité. Et donc, un certificateur, à terme, devra forcément avoir accès à cette liste. Deuxième type de constat, il porte sur le dispositif de maîtrise des risques, et les directeurs financiers de la région et du département l'ont très bien décrit. Ce qui soulève, et ce qui est souligné actuellement dans les diagnostics, c'est encore l'absence de formalisation des dispositifs de contrôle interne. Ce sont principalement des procédures qui permettent de déterminer quels sont les risques à couvrir et les modalités pour les couvrir. Et ce, de manière harmonisée sur l'ensemble de la collectivité. Ça ne veut pas dire, là encore, qu'il n'y a pas de contrôle mis en place au sein de l'entité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de documents qui permettent de recenser de manière harmonisée toutes les actions mises en œuvre dans tous les processus de gestion, et notamment les plus significatifs. On n'est pas là pour faire de l'exhaustivité, mais de s'intéresser déjà au cycle, aux enjeux financiers les plus importants, comme l'actif, comme les dépenses sociales, comme par exemple. Deuxième constat, c'est qu'il n'existe pas actuellement dans les collectivités des fonctions transversales de maîtrise des risques. Or, c'est un petit peu incontournable pour apprécier, évaluer les risques, mais également évaluer l'efficacité des dispositifs de contrôle interne qui sont mis en œuvre. Et enfin, les collectivités ont encore un nombre très réduit d'instances de gouvernance et de pilotage, aussi bien de la maîtrise des risques que de l'expérimentation. Or, comme nous l'avons entendu lors des précédentes interventions, on voit que cette expérimentation est preneuse de temps, de moyens. Il faut véritablement qu'il y ait une véritable impulsion politique, mais également une impulsion par les directeurs généraux des services et par les décideurs administratifs et les grands collaborateurs, pour que cette démarche devienne effectivement une priorité au sein de la collectivité. Si le sujet n'est pas abordé dans des instances dédiées, il passe au deuxième plan. Et donc, il est contradictoire avec l'engagement initial pris. Troisième constat qui porte sur, que nous avons fait, c'est qu'en l'état actuel des données comptables rapportées dans les états financiers, on peut considérer qu'il y a une présentation encore perfectible de l'image fidèle et sincère de la situation financière des collectivités territoriales et de leur patrimoine. Alors, je pèse mes mots, encore perfectible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais que pour l'instant, ce n'est pas au niveau des attendus d'un certificateur. Il faudra pour cela plusieurs années pour arriver à mettre en place le niveau attendu, et c'est pour ça que l'expérimentation porte sur autant d'années, et le législateur sera éclairé sur les délais nécessaires pour réussir une généralisation de la certification. Et sur l'image fidèle, il y a 3 points d'attention particuliers. Le premier porte sur l'absence de tenue d'inventaire comptable des actifs immobilisés, pour moi, à défaut d'un recensement exhaustif, mais également une évaluation de ces actifs qui n'est pas satisfaisante. Il s'agit de sujets sensibles, notamment pour la valorisation des voiries, pour la valorisation des régions, pour la valorisation des lycées ou des collèges. Nous avons également relevé une absence fréquente de comptabilité des stocks. Alors les stocks, effectivement, ce n'est pas très important en volume pour certaines collectivités, mais pour certaines, ça peut l'être, et notamment quand certaines collectivités ont une activité d'aménagement et mènent des opérations d'aménagement. Enfin, dernière insuffisance, et de taille, elle porte sur les provisions au regard des engagements pris et le rattachement des produits et des charges à l'exercice, où là, on retrouve encore
très souvent dans les collectivités une absence de recherche au moment de l'arrêté des comptes des produits et des charges à rattacher à l'exercice. Ce qui amènera forcément un certificateur à faire des remarques sur la nécessaire comptabilisation de provisions pour charges, de provisions pour dépréciation. Et à défaut de cette provision-là, les états financiers ne montrent pas une image sincère et fidèle des collectivités. Alors sur ce sujet qui est véritablement très sensible, parce que, comme vous le rappeliez, il y a un impact budgétaire, forcément. Qui dit comptabiliser une charge à l'exercice N, c'est forcément essayer de dégager des marges de manœuvre financières sur des besoins actuels. Mais d'un autre côté, si aujourd'hui il est nécessaire de comptabiliser une dépréciation d'un actif, c'est que cet actif est déprécié dès aujourd'hui. Est-il légitime de faire porter le coût de cette dépréciation sur les générations futures? C'est une question de fond, c'est une question, bien sûr, auquel les législateurs seront amenés à répondre parce qu'elle dépasse un petit peu les techniciens que nous sommes et elles engagent la société sur l'avenir. C'est la même chose sur les amortissements. Est-il nécessaire que ces amortissements soient comptabilisés? À partir du moment où on a des infrastructures, faut-il comptabiliser et dégager la ressource pour l'avenir et le renouvellement de ces actifs immobilisés? Voilà. J'ai mon opinion, mais elle n'engage que moi, et elle ne compte pour rien. Ce qui comptera, c'est la décision du législateur à terme, et entre-temps, peut-être des pouvoirs publics, parce qu'effectivement, dans le cadre de cette expérimentation, il faudra également apporter des réponses aux 25 collectivités qui sont expérimentatrices. Et nous l'avons à l'esprit, et nous n'oublierons pas d'en faire état, et nous l'avons déjà fait auprès des administrations centrales compétentes. Soyez-en rassurés. Dernier constat important qui porte sur les systèmes d'information, où les audits nous ont permis de nous rendre compte que les collectivités n'avaient pas forcément de carte des systèmes d'information, c'est-à-dire de cartes permettant d'identifier tous les systèmes d'information comptables, les systèmes d'information métiers, qui sont utilisés dans les collectivités. Alors l'idée, c'est pas d'avoir un joli graphique avec des noms et des couleurs, c'est surtout d'identifier les liens qu'il peut y avoir entre les applications, et notamment s'il y a des interfaces automatisées ou semi-automatisées entre les applications, et ce qui permet de savoir et d'identifier s'il y a des risques, et si ces risques sont couverts. Le fait qu'il y ait une interopérabilité entre les systèmes d'information est de nature à limiter les risques. Et c'est la carte des systèmes d'information qui permet de faire ce constat-là, et c'est cette carte-là qui est attendue des certificateurs. En matière de systèmes d'information, il faut également développer les contrôles internes. Et le contrôle interne, c'est aussi bien les procédures pour le changement des mots de passe que les revues d'habilitation qui sont accordées aux différents agents, pour veiller à ce qu'au moment de l'arrivée d'un nouvel agent, on lui accorde bien les droits qui sont indispensables aux missions qu'il va être amené à réaliser. C'est veiller qu'au moment du départ de cet agent, il n'ait plus les droits. On s'est rendu compte que le contrôle interne dans les systèmes d'information était là aussi assez perfectible. Voilà pour les principaux constats. Je ne sais pas où j'en suis, le maître du temps, que je ne dépasse pas ce qui m'est imparti. Bon, effectivement, j'ai dépassé, d'ores et déjà. Mais c'est pour répondre à vos questions, je vous rappelle. Une autre question que vous vous posez, certainement, c'est quelles sont les conditions nécessaires et préalables, celles que nous avions identifiées d'ores et déjà, Cour des comptes, et que nous allons porter à la connaissance des administrations pour qu'elles l'aient à l'esprit dans les prochaines années. D'abord, la nécessité d'une convergence des référentiels comptables. Comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, il y a énormément de référentiels comptables. Et seule la M57 intègre aujourd'hui toutes les opérations comptables qui sont aujourd'hui nécessaires pour qu'une entité produise bien des comptes fiables, et notamment sur la partie provisionnement. Les autres instructions comptables ne prévoient pas forcément ou de manière facultative la comptabilisation de certaines charges. Avec la M57, c'est le cas. Et c'est pour ça que le préalable à la certification des comptes, c'est le passage en M57 pour l'expérimentation. Deuxième
élément indispensable pour nous, ça serait de disposer d'un compte financier unique. Et là, je renvoie au dernier atelier, ce qui me permet d'économiser 2 minutes. Ensuite, c'est présenter un cadre budgétaire et comptable qui soit simplifié pour les petites collectivités. On ne peut pas demander aux petites collectivités d'appliquer la M57. C'est trop lourd, ça serait une charge trop importante. Et il y a lieu d'ores et déjà de réfléchir à un cadre pour ces collectivités. Et enfin, dernier point, c'est adapter la réglementation, car aujourd'hui, la réglementation dans le Code général des collectivités territoriales n'est pas forcément adaptée aux exigences de certification, et notamment le calendrier d'arrêté des comptes. Il faudra peut-être envisager de le revoir pour intégrer la participation d'un commissaire aux comptes pendant la période d'arrêté des comptes. Donc nous avons identifié un certain nombre de points. Quelles sont les prochaines étapes de l'expérimentation? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de 2020, nous allons lancer la dernière phase qui est la phase d'audit à blanc, où nous allons proposer dans les prochaines semaines aux 25 collectivités les modalités de poursuite de l'expérimentation. Et comme il s'agit d'un partenariat, nous leur proposons et on voit ce que les collectivités retiennent. Et nous signerons alors un nouvel avenant pour prendre en compte leurs décisions. En conclusion, d'abord, quelles sont les lectures intéressantes, outre le bilan intermédiaire qui va être diffusé? Je ne peux que vous inciter, si vous êtes intéressé pour prolonger votre réflexion sur la certification des comptes, la lecture du bilan de la comptabilité générale de l'État, qui a été diffusé il y a quelques temps et qui fait le bilan finalement de la mise en œuvre de la LOLF et de la comptabilité générale. Je peux également vous conseiller une insertion de la Cour des comptes qui porte sur la certification des établissements publics de santé. Et enfin, une dernière insertion sur la certification des régimes de base de sécurité sociale. Tout ça pour vous dire que ce qui revient le plus souvent dans ces insertions et dans les bilans qui ont été dressés, c'est que finalement, la certification avait permis, pour les acteurs mêmes de la certification, c'est-à-dire les administrations concernées, de faire évoluer leurs procédures et d'avoir véritablement un travail qui a été lourd de réingénierie de leur processus. Et donc, ce travail-là, les plus grosses collectivités seront en mesure de le faire, les plus petites devront être accompagnées. Deuxième apport que l'on voit que l'on arrive à faire ressortir de ces insertions, c'est finalement le décideur, que ce soit le législateur pour la loi de financement de la sécurité sociale ou pour les lois de finances, a gagné en fiabilité dans les données sur lesquelles il prenait des décisions. Ça a été la même chose sur les établissements publics de santé ou pour la sécurité sociale. Enfin, quels sont les facteurs clés de succès pour la suite? J'en vois deux que je vais partager avec vous. D'abord, un effort significatif d'accompagnement. Si on veut réussir demain la certification des comptes des collectivités territoriales, il faudra véritablement investir dans l'accompagnement. Accompagnement, mais pas seulement pour les plus grosses collectivités qui en ont besoin, certes, mais les plus grosses collectivités peuvent également s'appuyer sur leurs ressources propres pour prendre des conseils. Elles le font. Mais je pense à la strate intermédiaire des petites collectivités moyennes, sur lesquelles il y aura également un enjeu de certification, et il faudra à ce moment-là qu'elles soient accompagnées. Et trouver finalement le mode d'accompagnement qui soit le plus indolore pour nos finances publiques. Et deuxième point, il faudra qu'il y ait une volonté politique et administrative indéfectible sur ce point-là. Et c'est pour cela que le calendrier de la certification, puisque je vais répondre aux questions que vous posiez, notamment sur les suites de l'expérimentation, et ce calendrier est incertain, pour l'instant tout dépendra du législateur. La Cour des comptes rendra son bilan final dans les prochaines années, va essayer de l'anticiper pour que le législateur soit éclairé, mais il appartiendra au législateur de décider à quelle échéance il décide de développer une certification des comptes, que ce soit une certification par un commissaire aux comptes ou un mode alternatif sur un périmètre donné,
des collectivités territoriales. Peut-être pas toutes les collectivités, certainement pas toutes les collectivités, peut-être que les plus grosses, et peut-être des modes alternatifs pour la strate moyenne. Et enfin, dernier mot de conclusion, puisque le thème c'est quand même gestion locale et les chambres régionales, c'est quelle sera la place des chambres régionales après la certification ou au moment de la certification. Eh bien, la position de la chambre régionale n'évoluera pas. Elle restera dans ses missions habituelles, l'examen de la gestion, le contrôle juridictionnel, le contrôle budgétaire, l'évaluation des politiques publiques, restera sur ce périmètre-là parce que la certification des comptes, ça ne vient pas faire concurrence aux missions des juridictions financières. D'ores et déjà, les juridictions financières examinent la gestion d'entités dont les comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes. Donc il y a une cohabitation entre ces différents modes de contrôle. Donc pour les juridictions financières, pas de changement. Et pour ceux qui seraient tentés de me poser la question, mais pourquoi les chambres régionales ne font pas la certification des comptes? Parce que nous n'en avons pas les moyens. Et vous voyez très bien qu'avec les missions actuelles, les chambres régionales ont suffisamment déjà de travail. Une certification des comptes, c'est un travail annuel qui prend énormément de temps. Autant l'externaliser à un prestataire, un commissaire aux comptes, et s'approprier ses constats. Et si on n'est pas d'accord avec les constats d'un commissaire aux comptes, il nous appartient d'en tirer toutes les conséquences, ce qui est le cas quand une chambre régionale ou la Cour des comptes fait un audit sur une entité dont les comptes sont certifiés et sur lesquels il y a des très grosses irrégularités comptables qui n'ont pas été relevées par le commissaire aux comptes. À ce moment-là, on en tire toutes les conséquences et on fait des communications comme cela vous a été présenté ce matin. Voilà, je pense avoir dépassé le temps qui m'était imparti, mais c'était pour mieux répondre à vos questions.